Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie d'une médium, Géraldine Garance. Nous parlerons de médiumnité, nous parlerons de l'accompagnement des décédés, nous parlerons également de la vie après la vie. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Géraldine Garance, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour, bonsoir tout le monde. Alors vous êtes médium, c'est bien ça, vous avez découvert votre médiumnité. Quand et comment se manifeste-t-elle cette médiumnité ? Alors, je pense que je suis médium depuis petite, certainement, puisque j'avais déjà des manifestations comme de l'écriture que je pouvais faire facilement, des choses qui me venaient très facilement également, etc. Pour autant, je pense que je m'en suis préoccupée quand même assez tard, parce que j'ai fini par rentrer dans une voie quand même bien rationnelle. J'ai fait des études de droit, je suis rentrée dans une compagnie d'assurance, j'ai travaillé donc à faire du droit, à gérer des dossiers juridiques, etc. Donc on ne peut pas être plus carré que ça et plus éloigné que ça de la médiumnité. Et puis un jour la médiumnité m'a rattrapée, parce que je pense que c'était mon incarnation et mon âme qui voulait se recadrer dans cette incarnation, dans ce qu'elle avait à faire. Ça m'a rattrapée, et puis par un concours de circonstances, j'ai quitté mon entreprise et je me suis installée en tant que médium, voilà. Alors comment ça s'est passé ? Les premiers phénomènes médiumniques, comment vous les avez appréhendés ? Alors en fait, j'ai des souvenirs, par exemple, je me souviens quand j'étais petite, je devais avoir 7 ou 8 ans, ça m'a vraiment marqué cet épisode-là, donc c'est vrai que je le raconte assez souvent, mais je le trouve assez parlant. Quand mes copines jouaient aux billes, et je savais sans jamais me tromper laquelle de mes copines allait gagner la partie de billes. Ça me paraissait tellement normal à 7 ou 8 ans, on croit que tout est possible et on se pose pas beaucoup de questions, donc j'avais comme ça des événements qui pouvaient me venir, alors pas surtout, mais il y avait des certitudes, des choses que je savais, voilà, c'est comme ça, je le savais, je me posais pas plus de questions que ça, mais j'avais des choses qui me venaient, je le savais. Après, quand j'ai été ado, j'ai commencé à faire les cartes, à tirer les cartes à mes copines, aux mères de mes copines, etc. Et c'est pareil, je comprenais pas pourquoi ce que je disais, ça se passait. Je me posais pas trop de questions à ce niveau-là, mais c'est vrai que je constatais que je prédisais des choses qui arrivaient, quoi. Donc je trouvais ça extraordinaire, mais et passionnant, surtout passionnant. Et après, il s'est passé d'autres phénomènes ? Oui, après en continuant, quand on était au lycée, on séchait les cours pour aller faire des tables tournantes avec les verres, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fonctionnait extrêmement bien, quoi. Et puis moi après je me suis mise aussi à l'écriture inspirée, écriture médiumnique ou écriture automatique. Il y a des petites nuances, mais bon, on regroupe tous le même sous le même terme. Et puis c'est vrai que moi je prends un stylo et tout de suite ça fonctionne. Après, je crois que j'étais pas encore tout à fait prête, qui fait que je devais capter des personnes plus ou moins du bas astral ou des choses comme ça, des personnes qui pouvaient être un peu malheureuses des fois. Tout ça, c'était pas forcément toujours évident. Mais voilà, l'écriture médiumnique, oui, ça fonctionne très très bien. Il faut pas le faire dans n'importe quelle condition, par contre, parce que moi j'ai de la chance, j'ai été protégée, j'avais ça à vivre, etc. Mais il faut voir avec qui on contacte. C'est ça qui est important, et il faut essayer de contacter au maximum les plans élevés, nos êtres de lumière, etc. Alors justement, comment se passe une séance d'écriture automatique ou inspirée Comment ça se passe ? Alors, autrefois, quand je dis autrefois, on va dire du temps d'Alan Kardec, pour ceux qui connaissent, donc ça fait plus de 100 ans, etc. On faisait de l'écriture automatique, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence. L'écriture automatique, comme le nom le suggère,
il fallait que l'entité, l'être de lumière ou l'entité, la personne décédée, investisse la matière pour faire bouger le stylo. Donc ça leur demandait une énergie phénoménale, ça ne se fait quasiment plus. Puisque bon, les entités, les êtres de lumière, les personnes décédées n'ont pas de corps physique dense, lourd, comme nous. Donc ça leur demandait vraiment une énergie considérable pour arriver à rentrer dans la matière et faire bouger le stylo. Donc ça ne se fait quasiment plus. C'était fastidieux et très fatigant tant pour le médium que pour l'entité qui était en contact. Ce qu'il se fait maintenant énormément, c'est l'écriture médiumnique ou écriture inspirée. C'est ce que j'ai fait moi, par exemple, pendant des années, par rapport au bouquin que j'ai écrit. Voilà, j'ai été contactée par mes guides avec qui j'ai eu des enseignements par écriture médiumnique ou écriture inspirée. Alors comment ça se passe? L'écriture médiumnique ou écriture inspirée, en fait, c'est on se met quelque part en ouverture médiumnique. Les êtres de lumière, puisque bon, moi je travaille avec les êtres de lumière, mais ça peut être aussi des entités, des personnes décédées. Mais bon, là pour parler des êtres de lumière, mais le principe est le même. Les êtres de lumière donc se mettent en contact avec nous, ils nous investissent, on va dire un petit peu, et ils se servent de notre psychisme, de notre cerveau, de nos mots, pour faire passer des messages, pour faire passer leurs idées. Donc on a les idées qui nous viennent en tête et on écrit au fur et à mesure les idées sans savoir forcément ce qu'on va écrire la phrase d'après. Mais tout vient au fur et à mesure. On se sent rempli, plein d'idées qu'on note, qu'on couche sur papier. Et quand ils ont fini, bien on sent bien qu'ils se retirent quelque part un petit peu de notre esprit et on se retrouve seul dans notre tête, c'est le cas de le dire. Et puis il n'y a plus rien qui vient, quand on n'a plus rien en tête, voilà, le message est passé. Voilà, en gros, comment ça se passe. Alors après, il peut y avoir, soit ça peut être notre écriture à nous, habituelle, soit ça peut ne pas être notre écriture, peu importe. Moi, en ce qui me concerne, je pouvais avoir... puisque j'écrivais des pages et des pages de cahiers, je pouvais avoir jusqu'à 10 écritures différentes. Au sein même d'une même phrase, des fois, ça changeait. Peu importe. Et d'autres personnes, ça va être toujours leur propre écriture. Moi, je sais que ça n'est jamais mon écriture. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que au fur et à mesure que j'écrivais et que revenaient au fil du temps les mêmes écritures, eh bien, je reconnaissais les énergies des différents êtres qui m'écrivaient. Il y avait des écritures rondes, penchées vers la gauche, vers la droite, qui appuyaient très fort le stylo sur le papier, ou au contraire léger. Enfin voilà, et on sentait bien l'énergie qui allait avec. S'il voulait me faire passer de l'humour ou de la détermination, de la volonté, s'il y avait quelque chose de sérieux à dire ou pas. Enfin voilà, c'était un bon moyen aussi de voir combien d'êtres de lumière nous contactent. Alors en général, quelle est la nature, la teneur de ces messages? Alors, il y a effectivement plusieurs types de messages. En ce qui me concerne, j'avais beaucoup d'enseignements personnels pour ma route personnelle et c'est extrêmement enrichissant et la plupart des gens peuvent avoir des messages d'enseignement pour leur route personnelle, à condition qu'ils soient contactés encore une fois par des êtres de lumière, parce que s'ils ont des contacts avec des personnes décédées, les personnes décédées ne peuvent pas leur donner des enseignements, parce qu'ils n'ont pas, sur les personnes décédées, les plans sur lesquels ils sont ne donnent pas accès à tout, ils ne peuvent pas tout appréhender. D'accord. Mais les êtres de lumière, par contre, oui, ils peuvent vraiment tout appréhender, et donc on a des enseignements soit personnels, soit des enseignements qui peuvent être généraux, et dans ces cas-là, c'est des enseignements pour la planète, pour le monde, etc. Voilà. Alors nous avons fait une émission ou deux émissions avec Lionel Del qui est médium et qui a des contacts justement avec les entités, les êtres de lumière, qui nous disait que certains êtres de lumière n'avaient jamais été incarnés. Oui, tout à fait. Il y a des êtres de lumière qui n'ont jamais eu d'incarnation. Les petits vénards, ils ont bien de la chance, et des êtres de lumière qui ont eu un cycle d'incarnation, qui l'ont terminé, ce cycle d'incarnation, et donc ils sont effectivement très à même de nous aider, puisqu'ils sont passés ce par quoi nous on est encore en train de passer actuellement, ils sont passés par les souffrances qu'on connaît, etc. Ils ont réussi à dépasser tout ça, à finir leur cycle d'incarnation, et maintenant effectivement n'ont plus besoin de s'incarner. Alors comment se fait-il qu'il y a des êtres de lumière qui ne se sont jamais incarnés ? Alors effectivement, tout dépend. Chaque âme, le parcours de chaque âme est tellement différent. Si vous voulez, pour simplifier, parce que c'est difficile à appréhender pour nous avec notre cerveau humain, mais pour simplifier au maximum, on va dire qu'il y a la source. Voilà, il y a plein de petites étincelles qui partent de la source, et ces petites étincelles, c'est plein de petites âmes, des âmes qui
partent, et puis qui partent tellement loin qu'elles oublient d'où elles viennent, et elles rentrent dans le cycle d'incarnation, elles font un cycle d'incarnation, etc. Et puis à un moment, elles s'enrichissent de plein d'enseignements, de plein d'expériences de vie, et elles reviennent, elles deviennent sages, éveillées, on va dire, et elles reviennent donc vers la grande matrice, vers le grand tout, et elles peuvent finir leur cycle d'incarnation. Pour certaines autres âmes, par exemple des êtres de lumière qui ne se sont jamais incarnés, eh bien, c'est qu'ils sont restés proches de la source et qu'ils ne sont pas partis, qu'ils ne se sont pas perdus, entre guillemets, à oublier d'où ils venaient et ce qu'ils étaient. Voilà, mais parce que ce n'était pas leur rôle non plus, parce qu'ils avaient d'autres choses à vivre, voilà, parce que c'est tellement vaste le monde de la spiritualité de l'autre côté qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Alors, est-ce qu'ils vous ont parlé d'incarnation, justement, par exemple, sur des planètes différentes, c'est-à-dire, nous sommes dans la 3e dimension, par exemple, sur des planètes, la 4e dimension. C'est des incarnations qui ont l'air d'être beaucoup plus simples. Oui, alors effectivement, quand on parle d'incarnation, de différentes incarnations, de réincarnation, on pense tout de suite à la Terre. On se réincarne plusieurs fois sur la Terre, etc. Or, il n'y a pas que la Terre, il y a également d'autres mondes sur lesquels on peut s'incarner. Il faut savoir que l'on va sur le monde qui est le plus à même de nous faire évoluer. On va sur le monde avec lequel on est en adéquation au niveau de notre fréquence vibratoire. On ne pourrait pas aller sur un monde beaucoup plus haut vibratoirement que le monde terrestre, par exemple, si on n'est pas en accord, en adéquation avec cette vibration-là. Voilà. Il y a, si vous voulez, malheureusement, on va dire ça comme ça, la Terre est un des mondes les plus bas en vibration, en énergie. Pour l'instant, c'est plus tout à fait vrai parce que la Terre est en train justement de hausser ses vibrations, de changer ses vibrations. Ça fait un moment déjà. Voit, Voilà. Oui, ça fait plusieurs années. Le schéma se continue, se poursuit. Ça s'accélère, on le voit, tout ce qui se passe dans le monde, et puis les gens dorment moins bien, sont agressifs, sont agités, ne savent plus où ils en sont, il y a plein de gens qui s'ouvrent à la spiritualité, enfin, on voit que ça bouge de partout. Bon, voilà, donc la Terre est en train de changer de vibration, on hausse nos vibrations, et même si ça paraît un petit peu ridicule ou illusoire de dire ça comme ça, mais on va vers un monde meilleur. Alors, nous, on le verra peut-être pas, mais à l'échelle humaine, c'est très proche, c'est-à-dire peut-être 1-2 générations, et on va vraiment vers un monde où il y aura plus de compassion, plus de partage, d'entraide, d'amour, etc., etc. On est en train d'épurer tout ça. Alors, on dit que nous, on le verra peut-être pas, mais d'après ce que l'on dit, enfin, ce que j'entends moi personnellement dire un peu partout, ça va être assez rapide, et certains disaient que ça va s'accélérer très rapidement. Tout à fait, ça s'accélère énormément. Quand je dis que nous, on le verra pas, c'est-à-dire on va voir des choses, mais tout ne sera peut-être pas encore posé, c'est-à-dire le monde où il y aura plus de meurtres, où il y aura que de l'amour, etc., on le connaîtra peut-être pas tel que ça. Nos petits-enfants qui sont déjà nés, oui, le connaîtront très certainement. Nous, effectivement, on va avoir la chance quand même de vivre des choses, ça s'accélère énormément, et on le voit sans parler de politique, parce que moi j'ai une humaniste uniquement, mais on le voit, toutes les affaires qui ressortent, etc., au niveau des gens qui nous dirigent, en France et ailleurs, je veux dire, on le voit, c'est parce que tout est en train d'être écrémé, entre guillemets, épuré, quoi. Tout à fait. Voilà, à tout niveau, On dit que certains êtres ici qui sont justement assez ouverts, disons, qui ont des proportions à s'occuper de spiritualité, d'être ouverts, disent qu'on ne passera pas par la mort. Que finalement, les corps vont se régénérer et on passera dans la 4e dimension sans passer par la mort. Alors, moi, je vois les choses un petit peu différemment. Enfin, je pense que tout se rejoint, mais qu'après, ce sont des termes ou des génériques qui sont peut-être utilisés différemment. Pour moi, c'est pas... Bon, la mort, de toute façon, on le sait, ce n'est pas la mort, c'est juste un passage d'un état à un autre. Je veux dire par la désincarnation. Voilà. Et donc, on a besoin d'épurer en passant d'un état à un autre. La vraie vie, si vous voulez, n'est pas sur Terre. Ici, on est sur un monde complètement illusoire. La vraie vie, elle est de l'autre côté lorsqu'on est en tant qu'âme désincarnée, qu'on n'est pas dans une incarnation avec une personnalité terrestre, qui change d'ailleurs à chaque incarnation. La vraie vie, elle est de l'autre côté. En tant qu'âme, on va sur le plan de conscience qui nous correspond, on continue à évoluer de l'autre côté. On peut donc aller s'incarner également dans d'autres mondes suivant notre état vibratoire, etc., etc. Donc, effectivement, lorsque la Terre va changer de vibration, on va monter de vibration, il est possible qu'on n'ait plus cette notion réellement de coupure avec la mort, avec le passage, avec les gens qui sont morts, etc. Puisque, en fait, les morts, ils nous paraissent morts, on ne les voit plus, tout simplement parce qu'ils vibrent différemment. S'ils vibraient à la lourdeur, on va dire, des énergies terrestres, ils nous apparaîtraient. Tous les mondes s'interpénètrent. Ils ne sont pas, eux, là-haut et nous en bas, comme on dit. Ils ne sont pas au ciel et nous en bas. C'est une question de fréquence.
Ouais, voilà, exactement. Une toupie qui a un petit cœur rouge sur la toupie, elle est arrêtée, on voit le petit cœur rouge, on fait tourner la toupie très vite, le petit cœur rouge existe toujours, mais on ne le voit plus parce que la toupie vibre, tourne différemment. Et pour les fréquences des personnes décédées, c'est la même chose. S'il vibrait à la hauteur des vibrations terrestres, il nous apparaîtrait. C'est parce qu'il vibre de façon beaucoup plus rapide et légère que nous. Nous sommes sur des énergies terrestres lourdes. C'est comme les rayons d'une roue de vélo. Voilà, exactement. C'est aussi une très belle image qu'on peut prendre comme la vie, c'est exactement ça. Et effectivement, donc la Terre, en changeant de vibration, de dimension, on va changer la fréquence. Voilà. Et donc effectivement, peut-être que les mondes vont plus ou moins se mélanger. En tout cas, on va vers plus de médiumnité, ça c'est sûr. Quand je dis plus de médiumnité, c'est-à-dire que tout le monde sera plus ou moins médium, dans le sens qu'on saura et on écoutera notre intuition. Tiens, ce matin, je sais qu'il ne faut pas que je prenne la voiture, sinon je vais avoir un accident ou crever un pneu. Tiens, là, je sens qu'entre deux boulots, c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Et on le saura, ce sera une évidence. On captera des choses, ce sera naturel. Voilà, on fera de la télépathie, on va vraiment hausser nos vibrations. Donc on aura finalement plus besoin de médiums comme moi, par exemple, pour servir d'intermédiaire, pour parler à son grand-père qui est décédé. Voilà, ce seront des choses qui deviendront naturelles. Il n'y aura plus de frontières, on va dire, de voiles entre les mondes. Ou plus comme maintenant, en tout cas. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est la dernière partie de la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Garance et nous parlons de médiumnité. Alors justement, certaines personnes nous disent que, notamment dans certaines émissions de radio, on en parle, ou de télévision, très peu, mais enfin, on laisse filtrer quelques informations. Beaucoup de gens seraient de plus en plus médiums et vivraient des expériences depuis là quelques années, depuis même ça s'accélère très rapidement. Ah oui, tout à fait. Moi, je le vois. J'ai l'habitude, j'organise par exemple des stages de médiumnité depuis plusieurs années, donc j'ai quand même un sacré recul parce que j'ai vu passer du monde dans mes stages. C'est incroyable comme les gens s'ouvrent à la médiumnité. À la fin des stages, les gens ils sortent, ils entendent leur guide, ils leur parlent. Pour certains, ça y est, ils sont lancés dans l'écriture, ils ont des enseignements. Pour d'autres, ils sont contactés parce qu'on leur demande de poser des énergies pour la Terre, etc. Enfin, c'est incroyable comme ça s'accélère. Et les gens s'ouvrent et sont de plus en plus médiums. Et je crois qu'il faut le dire, il faut arrêter d'avoir une espèce de monopole de la médiumnité où c'est simplement quelques élus qui ont le don de Dieu ou je sais pas quoi. Rien n'est plus faux. Il y a des gens qui sont plus ou moins médiums, il y a des degrés divers de médiumnité, d'accord, mais ça peut se développer, vraiment ça peut se développer et on va vers ça, on va vraiment tous vers ça. Je vous dis, il faut le voir, maintenant on va avoir un médium, on va voir son médecin ou son psychologue, les gens sont en demande, les gens cherchent, les gens s'ouvrent, il leur arrive des aventures extraordinaires et puis je vous dis, moi je le vois, les stages que je fais, tout ça, les gens s'ouvrent, c'est incroyable et les stages sont pleins, c'est bien que les gens sont en demande, en recherche et qu'ils répondent à un appel quelque part. Moi-même, le soir, quand je ferme les yeux, je vois des visages passer, donc... Bien sûr, voilà, oui, tout à fait, mais ça s'ouvre, et c'est des aptitudes, pour moi, ça n'a rien de magique ou d'extraordinaire, ce sont des aptitudes qui sont naturelles. C'est naturel, on utilise combien 20-25% de notre cerveau, donc le médium, peut-être qu'il utilise un petit pourcentage de plus, parce qu'il modifie son état de conscience, il fait peut-être plus vibrer ou travailler la glande pinéale, voilà, tout simplement, mais je pense qu'il y a une magie chimique, on va dire, au niveau du cerveau qui fait qu'on modifie l'état de conscience, qu'on a un état éveillé, qu'on capte des choses, qu'on hausse nos vibrations pour capter des énergies plus légères que les nôtres sur Terre, tout simplement. Et ça, tout le monde peut le faire, je pense, avec de l'entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau, il est à un haut niveau parce qu'il s'entraîne. Donc la médiumnité, c'est pareil, ça peut se développer petit à petit. Par contre, il faut vraiment être prêt, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça j'insiste, parce que ça peut être dangereux. Si la personne n'est pas prête, ça peut être dangereux. Donc comment atteindre un degré de médiumnité en toute sérénité?
Il n'y a pas de mystère, il faut faire de la méditation, il faut faire de l'ancrage à la terre. Les gens se disent, je veux avoir la tête dans les étoiles. Non, plus on va avoir la tête dans les étoiles, et plus il faut être ancré et enraciné à la terre. Il ne faut pas oublier qu'on est des terriens, donc très important de s'enraciner à la terre, de méditer pour épurer ses vibrations. Et puis surtout, la médiumnité, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire ça se vit tous les jours. Il ne s'agit pas de dire je veux être médium, je suis médium, je capte des choses, et puis à côté de ça, je dis n'importe quoi, je vais crever les pneus de mon voisin parce qu'il a une voiture plus belle que moi. Mais en gros, voilà, parce que sinon ça veut dire qu'on s'entache d'énergie négative, et ça veut dire que si on est médium, on va capter quoi? Des énergies négatives. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de taper dans des sphères hautes de conscience avec des êtres de lumière qui peuvent nous enseigner. Voilà. Et à ce compte-là, on peut servir la lumière. Donc la médiumnité, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que on peut capter des énergies négatives, et si on n'est pas prêt, ça peut être très embêtant. Énergétiquement, ça peut même être dangereux. Voilà. Après, lorsque c'est bien vécu, qu'on est dans la lumière sur des énergies hautes, oui, ça peut se développer, c'est absolument souhaitable et fabuleux, Alors vous parliez de cerveau, justement, est-ce qu'on capte vraiment avec son cerveau ou on capte avec son esprit, tout simplement? Oui, quand je dis cerveau, voilà, c'est vrai que maintenant, il l'étudie, depuis un moment quand même, au niveau scientifique. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit se passer au niveau du cerveau, au niveau de la glande pinéale notamment, parce qu'ils se sont aperçus scientifiquement, justement, que la glande pinéale, pour les personnes qui sont en très forte méditation, pour les médiums qui sont en train de capter, pour les gens qui font des expériences de mort imminente, des choses comme ça, ou qui voient des lumières blanches, qui reçoivent l'éveil, etc., ils se sont aperçus que dans ces cas-là, la glande pinéale est extrêmement ouverte et fonctionne à fond. Et ils sont même en train de se demander, alors ça reste une hypothèse, mais au niveau scientifique, ils se posent la question sérieusement, à savoir si la glande pinéale ne serait pas la porte d'entrée et de sortie de l'âme, justement. Parce que, par exemple, au niveau de l'embryon, la glande pinéale, ils savent qu'elle apparaît au 47e ou 48e jour de gestation, je crois, et ça correspond très exactement aux 47 jours du bardo bouddhiste, dit que l'âme, pendant les 47 jours avant de s'incarner, reste dans le bardo et se réincarne au bout de 47 jours. Et ça correspond très exactement à lorsqu'elle apparaît en gestation dans le fœtus humain. Alors, on parlait du lobe temporal droit il y a quelque temps, justement, suite à la publication du livre de Melvin Morse, La Divine Connexion. On disait que les connexions se faisaient dans le lobe temporal droit. Je crois qu'on n'a pas effectivement fini de tout explorer, et à mon avis, oui, c'est pas impossible non plus, bien évidemment. Et il y a peut-être plusieurs pistes à explorer. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule chose. Donc je ne pense pas que ce soit que la glande pinéale, que le lobe, voilà. Je pense que c'est un ensemble de choses. Ça, c'est pour la partie, on va dire, scientifique du cerveau, qui rassure donc les scientifiques qui ont besoin d'étudier, etc. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses qui se passent au niveau du périsprit, au niveau de nos énergies subtiles, au niveau du corps astral, de nos différents corps subtils, et non plus du corps physique, donc du cerveau, etc. Mais bien évidemment, après, il faut se placer sur corps mental, astral, causal, émotionnel, etc. C'est essentiellement avec le corps astral, je pense, que l'on capte les choses, puisque c'est notamment avec le corps astral que l'on part se balader la nuit, lorsqu'on fait des sorties astrales, justement. On part avec le corps astral, et on en fait tous. Il y en a qui ont la chance de s'en souvenir, mais la plupart, on s'en souvient pas. Voilà, on part avec le corps astral, on va se ressourcer, on en a besoin, et voilà. Donc ça se passe, je pense, au niveau des corps subtils, surtout, la médiumnité après. Oui, et c'est clair. Et ce que l'on observe dans le cerveau, c'est ni plus ni moins que l'effet psychosomatique, comme on dit. Voilà, exactement. Je crois que c'est les conséquences qu'on observe au niveau du cerveau, non pas les causes ou ce qui engendre. Au même titre que quand on a peur dans la rue, on fait des décharges d'adrénaline et on allume des zones du cerveau, tout simplement. Exactement, et quand on a peur dans la rue, ça se transmet tout d'abord sur nos corps subtils, le corps émotionnel notamment, qui est touché en premier, bien avant le corps physique. Exactement. Et donc les réactions physiques qu'on peut avoir, comme la sueur, la transpiration, l'adrénaline, etc. C'est une information qui est transmise par le cerveau au corps physique. Bien sûr. Voilà. Non, fallait l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, et notamment d'ailleurs les rationalistes qui disent tout se passe dans le cerveau. Non, c'est que les conséquences. Exactement. De toute façon, il faut bien voir que d'un point de vue général, le corps physique, donc le cerveau, toutes les réactions physiques qu'on a, etc., le corps physique n'est que le dernier maillon. Je veux dire par là, par exemple, lorsqu'on a une maladie, que l'on déclare une maladie,
effectivement, la maladie, elle est vraiment réelle, il faut se soigner, ça intervient sur le corps physique, mais c'est le dernier stade. Il aurait fallu aller voir le corps émotionnel bien avant que la maladie physique ne se déclare, parce qu'on aurait pu certainement soigner au niveau du corps émotionnel et des émotions, etc. Et lorsqu'on ne s'écoute pas et tout ça, le corps émotionnel s'amoindrit, s'étiole, etc. Et puis, pof, le corps physique finit par déclarer réellement cette fois la maladie. Mais c'est le dernier stade, le corps physique. Ouais. C'est ce que Jacqueline Bousquet essayait de nous expliquer avec les champs informationnels. Tout à fait. Et Régis et Brigitte Dutheil. Oui, tout se recoupe. Après, il y a des termes différents. Tout ça, c'est générique, mais c'est vrai que les enseignements que l'on a par les êtres de lumière se recoupent tous, finalement. Tout à fait. Alors, vous entrez en contact avec les êtres désincarnés, je veux dire des décédés. Comment se passent les contacts avec les disparus, qui ne sont pas disparus finalement? Alors, de plusieurs façons, ça dépend comment ils s'imposent. Moi, je les vois. Je les vois la plupart du temps en vision intérieure, c'est-à-dire que je ne les vois pas physiquement comme je verrais quelqu'un qui est en face de moi, assis en face de moi. Je les vois en vision intérieure, mais c'est extrêmement net, puisque je peux décrire la personne, lui dire à la personne qui vient me voir en consultation pour avoir des nouvelles de sa personne décédée, de son proche. Je peux donc lui décrire, lui dire comment est habillé le défunt. Je transmets les messages puisque je l'entends, et des fois ils me font vivre pour me faire comprendre ou se faire bien reconnaître de la personne qui vient en consultation, ils me font vivre des mots physiques. Par exemple, l'autre fois notamment, mais ça arrive assez fréquemment, j'ai une personne qui est décédée d'un cancer des poumons qui s'est ensuite généralisé au niveau de l'estomac, etc. Et j'étouffais littéralement, j'avais les poumons en feu, j'avais mal aux poumons, j'avais l'impression d'avoir une oppression. J'ai été obligée, je me suis étouffée, j'étais obligée de tousser, je sentais la cigarette, voilà. Donc ils se servent aussi ils font passer des messages par le côté physique. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous avez vécu vous-même des décorporations? Des corporations conscientes, oui, mais pas volontaires, c'est-à-dire que il m'arrive d'en faire la nuit. Comme je vous dis, on fait tous des décorporations astrales pour aller se ressourcer. Donc voilà, et je garde quelques bribes de conscience. Donc j'ai quelques décorporations que j'ai faites moi-même la nuit, parce que en dormant, où je me rappelle. Mais ce n'est pas très très fréquent. Mais voilà, oui, ça m'est arrivé. Par contre, je ne fais pas de décorporation consciente là. En disant là, je veux me décorporer, ça non. C'est vraiment comme tout le monde finalement. Oui. Quand je dors, voilà. Oui. Comme certains qui disent qu'ils accompagnent les décédés de l'autre côté. Alors, je fais passer effectivement les âmes, mais moi je ne le fais pas en décorporation. C'est-à-dire que, je peux rester par exemple 1 mois sans que personne me contacte, et puis tout d'un coup, je vais avoir sur 5 jours d'affilée des personnes qui vont me contacter pour passer. Donc moi, toujours pareil, je les vois en vision intérieure, je vois qui elles sont physiquement, comment elles sont habillées, tout ça, et je les fais passer. Je prie pour elles, je demande à ce que ces âmes-là soient prises en charge, qu'elles aillent vers la lumière, etc., qu'on les prenne en charge. Et moi, je travaille avec mes guides de lumière et je les vois effectivement partir. Je pars avec elles, je les accompagne. Expliquez-nous, comment ça se passe? Vous les voyez Voilà, je les vois, je les accompagne, je pars avec elles, et puis à un moment, je vois un être de lumière qui arrive, qui prend la personne en charge par la main ou par le bras, et moi on me dit de faire stop. Il y a un endroit où je ne peux pas aller au-delà, je sais que je peux pas aller au-delà, donc on me dit stop, je ne peux pas aller au-delà, clairement, et le guide de lumière donc prend en charge la personne, part avec elle, et ensuite j'aperçois la personne qui est montée, comme si elle était montée par des escaliers invisibles, ou je ne sais pas, qui a changé souvent d'aspect et qui se trouve avec des vêtements blancs. C'est toute une symbolique, mais je pense qu'on veut me faire dire qu'elle a passé le sas, certainement. La personne décédée me fait souvent un dernier signe de la main, ou pour me dire merci, ou pour me dire je suis pris en charge, et puis ils s'en vont, et voilà. Et je ne sais pas où va la personne, je ne sais pas ce qu'elle devient par rapport à son incarnation, etc. Je ne pose pas de questions, je ne pose pas de jugement. Je sais que j'ai fait passer déjà des personnes qui étaient lumineuses, un petit garçon extraordinaire qui errait et qui m'a demandé si je voulais bien être sa maman. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas être sa maman, mais que par contre, je pouvais l'aider à passer, à aller dans la lumière pour qu'on s'occupe bien de lui, qu'on lui donnerait des nouvelles de sa maman. Je ne sais pas si sa maman était encore là ou pas. C'était un petit garçon qui était parti dans les années 50. Donc voilà. Et donc ça a été plein d'amour. Et à côté de ça, j'ai aussi fait passer une personne qui était extrêmement noire, extrêmement négative, que j'ai eu énormément de mal à faire passer, qui avait commis plusieurs meurtres en série et qui errait, etc. Et ça a été très dur. Oui, très dur, parce que si
si vous voulez, je l'ai pas vu venir au départ. Je me suis mise à faire des cauchemars. Alors la nuit, je faisais des cauchemars où je voyais des ruelles sombres, je voyais du sang partout, j'avais l'odeur de sang sur les mains, du sang qui coulait dans la gorge, je voyais des... Enfin, je vais vous passer les détails, mais vraiment des meurtres atroces. Ouais. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais salie dans mes énergies. Quand je me mettais en méditation en journée, clac, ça s'imposait de nouveau à moi, etc. Bon, et puis jusqu'à ce que je tombe par hasard, entre guillemets, le hasard n'existant pas, sur une émission où justement on parlait d'un meurtre en série et ça m'a fait tilt. Et en fait, j'avais le meurtrier avec moi depuis... il ne trouvait pas comment se manifester autrement et il me faisait passer des trucs horribles qui avaient été toute sa vie, quoi. Donc je n'ai pas posé de questions, je l'ai fait passer comme j'aurais fait passer n'importe quelle âme, parce que c'est aussi une âme en évolution. Je ne sais pas ce qu'il est devenu et à mon avis, il avait du pain sur la planche pour épurer ses énergies. Il va certainement lui falloir plusieurs vies, etc. Mais bon, ça, moi, on ne me tient pas au courant une fois qu'il a été pris en charge. Mais j'ai eu énormément de mal à le faire passer. Des énergies étaient très lourdes. J'ai mis plus d'1 heure et j'ai fait sans relâche. Et mes guides de lumière, m'avaient prévenu quelques jours avant. Ils m'avaient dit tu vas avoir quelqu'un à faire passer, fais confiance, sois dans l'amour, surtout sois dans l'amour, sinon tu ne pourras pas le faire passer. Et je crois que ça a été la condition essentielle. C'est parce que j'ai fait sans jugement et avec amour, comme j'aurais fait passer n'importe quelle personne, n'importe quelle âme, que j'ai pu la faire passer, sinon il serait resté collé quelque part dans mes énergies. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Garance et nous parlons de médiumnité. Revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Vous dites, vous les accompagnez, mais vous les voyez en tant que tels, comme si c'était des personnes physiques. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et vous voyez tout ce qui se passe sous le cheminement, comme si vous voyez un écran de télévision, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je les vois. En général, je ne pose pas de questions, donc je ne sais pas toujours, je ne saurais pas dire comment ils s'appellent, je ne sais pas quelle a été leur vie, parce que je ne pose pas de questions et ils sont un peu déboussolés, un peu perdus et ils pensent pas forcément à me raconter leur vie, puis c'est pas le moment, j'ai envie de dire. Donc je les fais simplement passer, je vois comment ils sont habillés, je ressens tout de suite si ce sont des énergies, des âmes positives ou non. On voit s'ils sont habillés un peu de noir, cadavérique, ou s'ils sont lumineux, ou s'ils sont entourés de lumière, je le pressens tout de suite. Mais après, voilà, et je vous dis, on ne me tient pas au courant de ce qu'ils deviennent et quelle est leur évolution. Je sais qu'il y a un seuil au-delà duquel il y a une porte que je ne peux pas franchir. Vous a-t-on délivré des messages sur la réincarnation? Oui, mes guides me parlent souvent de réincarnation, ou m'en ont parlé, et j'ai moi-même des rémanences de vie antérieure. Oui, que j'ai revécu, ce sont des souvenirs. Donc oui, la réincarnation existe pour moi. J'ai mes preuves, parce que je ne peux pas me renier avec tous les souvenirs que j'ai en moi. Et oui, mes guides me parlent de réincarnation. Ça fait partie du cycle de la vie. Et je dirais même, heureusement que la réincarnation existe, parce que si on n'avait qu'une seule chance de faire une vie et qu'on se rate, ce serait bien triste. Heureusement qu'on a droit à l'erreur, qu'on a le droit de se parfaire, le droit d'avoir plusieurs expériences de vie, le droit d'évoluer à son rythme, parce qu'on n'est pas obligé tout le temps de foncer la tête dans le guidon et de réussir toutes ses vies. Ah, bien sûr. Donc oui, ça fait partie du choix de l'âme, et je trouve que c'est bien, ouais. D'ailleurs, Nicole Dron, vous connaissez Nicole Dron? Oui, je la connais de nom. Qui a vécu une expérience de mort imminente, une NDE, ou une EMI, comme on veut. Voilà, tout dépend des termes que l'on emploie. C'est anglais ou français. Tout à fait. Donc, on lui a fait voir ses précédentes incarnations, quelques-unes de ses précédentes incarnations, et on lui a fait voir aussi sa prochaine incarnation. Ce qu'elle aurait à faire dans sa prochaine incarnation, et elle a mesuré l'ampleur du travail. Elle a dit, mais c'est un travail colossal.
c'est un travail colossal qu'on ne peut pas appréhender, je pense, dans sa totalité, parce que des fois, pour évoluer sur un point, on va mettre 10 vies. Par exemple, pour évoluer sur la jalousie ou l'orgueil, n'importe quoi, on va peut-être mettre 10 vies à épurer ce négatif-là par rapport à l'orgueil. Si c'est pas plus. C'est un travail, Il y en a qui patinent aussi, hein. Et oui, il y en a qui prennent des chemins de traverse et d'autres qui vont en ligne droite. Donc, c'est pas qu'il y a de bons élèves et de mauvais élèves, mais voilà, il y en a qui prennent leur temps et il y en a qui prennent en ligne droite et qui finalement épurent beaucoup plus vite que d'autres. Peu importe, le principal, c'est qu'on arrivera tous, au bout du compte, à la même évolution. C'est cela qui compte et c'est cela qu'il faut voir. Alors, est-ce que vous avez eu des messages sur le but ultime de la vie, c'est-à-dire arriver en fin de cycle, en fin de réincarnation? Ou est-ce qu'on vous a donné des informations concrètes? Alors, je crois que c'est tellement vaste que ce n'est pas appréhendable pour nous. Moi, les informations qu'on m'avait données, c'est que, je vais peut-être un peu plomber l'ambiance, mais lorsqu'on finit son cycle d'incarnation, on est loin d'avoir fini d'évoluer. Ouais. D'accord, on continue à évoluer, on n'est plus obligé de s'incarner. C'est pas une obligation d'ailleurs, on n'a plus intérêt à s'incarner, si on peut le voir comme ça. Mais par contre, on continue son évolution de l'autre côté. Et l'évolution, on tend toujours vers le grand tout, on tend toujours vers le perfectionnisme, entre guillemets, bien que le terme soit pas exact. On tend toujours vers l'évolution, vers la lumière. On n'en finit jamais d'évoluer et je crois qu'on ne peut pas l'appréhender. Je crois que ça nous dépasse un petit peu. Et il vaut mieux pas parce que je crois qu'on serait un peu découragé d'avance. Ouais. Et bien finalement, quelque part, c'est le mouvement perpétuel, c'est le mouvement de la vie. Oui, exactement. Ce qu'il faut voir, c'est que le temps n'existe pas. C'est ça qu'on a du mal à comprendre parce que nous, sur Terre, on a l'impression de temps qui passe, linéaire, sur une ligne avec le passé, le présent, le futur. Bon, voilà. Et en fait, rien n'est plus faux. On est dans l'illusion parce que le temps n'existe pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que de l'autre côté, ils ont énormément de mal à dater, à nous dire les choses. C'est pour ça qu'un médium, un voyant qui va chercher des infos sur l'avenir, dire que c'est tel jour, telle date, ou que c'est le printemps ou l'été, que ça va se passer, etc., c'est compliqué parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Et donc, en fait, si on devait se représenter le temps, ce serait plutôt sur, non pas sur une ligne, mais déjà, ce serait plutôt en spirale. Et en spirale, ça veut dire que la vie qu'on a vécue il y a 300 ans se retrouverait très exactement à côté de celle d'aujourd'hui et très exactement à côté de celle qu'on va vivre dans 500 ans. Voilà, donc le temps n'existe pas. C'est pour ça qu'on a tout le temps finalement. On a l'éternité pour nous et on n'en finit pas d'évoluer parce que c'est un cycle perpétuel de la vie, sachant qu'il n'y a pas de temps qui passe. Tout se vit dans l'instant. Donc on est en train de vivre notre vie d'aujourd'hui en même temps que toutes nos autres vies qu'on a vécues dans le passé, karmique, et toutes nos autres vies qu'on est en train de vivre dans l'avenir en même temps, sachant que tout s'interpénètre et que là, aujourd'hui, on répare des vies qu'on a vécues dans le passé, donc ça fait bouger nos vies du passé, qui se répercutent du coup sur notre présent et nos vies qu'on va vivre dans l'avenir. Il n'y a pas l'avenir qui est figé, il y a plusieurs avenirs possibles. Les chemins se font et se défont en fonction des événements, de ce qu'on a appris, de ce qu'on dépasse ou non. Alors certains nous disent qu'on est destiné finalement à être des créateurs, chacun. On a tous le divin en nous, ça c'est sûr. On a tous l'étincelle divine en nous. Il ne tient qu'à nous, effectivement, de la faire grandir, de la faire évoluer. Et oui, je crois qu'on est tous des créateurs. Oui, tout à fait. Ça va dans le sens de la divinité. Alors, Géraldine Garance, vous avez écrit un livre. On va en parler de ce livre, justement. Quel est le titre déjà de cet ouvrage ? Alors, le livre s'appelle « Devenir médium », avec en sous-titre, donc, une médium guidée par des êtres de lumière. Il a été sorti chez Vibrance Édition, voilà. La maison d'édition, c'est donc Vibrance Édition. Et donc, je raconte justement comment j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui, quel est mon parcours, en indiquant que je pars effectivement de quelque chose de très cartésien. Il faut dire que, moi, mes deux grands-mères étaient médiums à la base, mais n'exerçaient pas comme moi, et puis ça se disait très très peu. Et mon père, par exemple, était complètement cartésien, il l'est toujours, complètement agnostique, sans religion aucune, voilà, très intellectuel, etc. Enfin, donc j'ai un parcours qui est quand même un petit peu atypique. J'ai moi-même fait des études de droit, tout ça. Je raconte tout ça, et puis je raconte comment j'ai été contactée par mes guides de lumière, comment ils m'ont enseigné, et puis surtout, pour toute personne qui commence à s'ouvrir à la médiumnité, à la spiritualité, c'est ces peurs incroyables qui nous tenaillent, ces doutes énormes. Je suis passée par des phases extrêmement difficiles. Au début, j'écrivais, je ne pouvais en parler à personne. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Et je me suis moi-même longtemps posé la question. J'avais extrêmement peur de faire un dédoublement de personnalité, de devenir schizophrène. J'ai eu extrêmement peur. Ensuite, lorsque j'ai un petit peu assimilé, j'avais quand même de gros doutes. Je me disais, est-ce que ce sont vraiment des
des entités qui se jouent de moi, des entités malsaines qui vont me faire basculer vers la folie. Enfin, ça a été extrêmement difficile. J'étais seule. Bon, je raconte tout ça, tout ce parcours-là, et comment petit à petit, j'ai écrit, j'ai entendu, j'ai vu les défunts, je les ai fait passer. Enfin voilà, il y a tout un cheminement. Comment je me suis mise à la méditation, comment ça m'a ouvert des portes, les souvenirs de vie antérieure qui me sont revenus, etc. Et c'est un cheminement que je ne regrette pas. Alors vous avez eu aussi des souvenirs de vie antérieure? Oui, j'ai pas mal de souvenirs de vie antérieure, donc quelques morceaux de bribes, on va dire, de vie antérieure, plus exactement. Et vous avez conscience vraiment de l'avoir vécu comme on vit en ce moment cette interview? Oui, tout à fait. Ce n'est pas, on sait que c'est une rémanence de vie antérieure parce que c'est pas, je ferme les yeux et j'imagine un truc. Non, c'est extrêmement réel. Ce sont des souvenirs pour l'âme. Ouais. Donc on peut encore ressentir, on peut voir comme un film. On peut être par exemple un garçon, mais on sait que c'est moi. Je suis une fille, donc je vois un garçon, mais je sais que c'est moi. Voilà. Et puis on sent s'il fait chaud, s'il fait froid. On sent si le personnage que l'on voit, il a peur ou pas, s'il est à l'aise ou non. Enfin, c'est extrêmement réel. On revit les émotions qu'on est en train de voir, tout en étant dédoublé, en sachant qu'on n'est pas impliqué dans ce qu'on est en train de voir. Voilà. Au même titre que les souvenirs de ce qu'on a fait hier. Exactement, comme les souvenirs qu'on peut avoir de son enfance, les premiers Noël, les anniversaires, des choses qui nous ont marqués, avec des émotions attachées à des souvenirs qui nous tiennent à cœur. Et ben voilà, là c'est exactement la même chose, sauf que c'est au niveau de l'âme, donc c'est beaucoup plus lointain et pourtant très vivace et extrêmement vivant encore. Alors vous donnez des conférences? Oui, tout à fait, je donne des conférences. J'en donne une là encore sur Toulouse. Sur la réincarnation d'ailleurs justement, je pense que ce sera la dernière conférence que je vais faire avant l'automne, vraisemblablement. Oui. Vous avez plusieurs thèmes? Oui, en général je fais des conférences sur la spiritualité, les guides de lumière, la réincarnation. L'autre fois la deuxième partie portait, j'avais les guides de lumière qui donnaient des messages personnels aux personnes qui étaient dans la salle présente. Là cette fois-ci je vais donner des messages en direct de personnes décédées qui vont me contacter pour donner des messages à leurs proches qui seront dans la salle. Voilà, ça c'est la deuxième partie, et la première partie effectivement va porter sur la réincarnation. Voilà, mais en général il faut réserver parce que les places sont limitées et je suis souvent complète. Justement, est-ce que vous avez eu un exemple flagrant de contact dans une salle avec un décédé et une personne qui se trouvait justement dans le public? Oui, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Quelque chose de pertinent? Une fois, j'ai pris contact avec une personne décédée, donc pour quelqu'un qui était dans la salle, et puis la personne, ce que je vous expliquais l'autre fois, j'avais le souffle coupé, je n'arrivais plus à respirer, je m'étouffais, etc. Mais c'est tout ce qu'elle me disait, la personne, et je disais, je comprends pas, j'ai mal au poumon, je m'étouffe, etc. Et la personne qui était dans la salle m'a dit, oui, c'est parce qu'il est mort noyé, il avait les poumons pleins d'eau, voilà. Et donc après, on a continué, etc. Et la personne qui était décédée, lui, ils aiment bien parler de leur vie, des anecdotes de leur vie, etc. Et anecdote toute bête, il voulait la remercier parce qu'elle lui faisait des aiguillettes de canard et qu'il adorait ça. Et alors moi j'ai transmis, j'ai dit écoutez, il vous dit merci parce que vous lui faisiez des aiguillettes de canard et il adorait ça et il se régalait, et elle en a pleuré parce qu'elle dit mais c'est lui, je lui faisais ça, c'était son plat préféré. Donc c'était très émouvant. Voilà, donc c'est des petites anecdotes mais qui, pour les personnes, est chère en leur cœur, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs pour terminer? Alors donc effectivement, on va vers plus de médiumnité, vers plus d'ouverture spirituelle. Les temps sont là quelque part, et donc il faut impérativement vous faire plus confiance. Si vous voulez développer votre médiumnité et votre ouverture de conscience, tout simplement vers la spiritualité, etc., il faut faire confiance dans la petite lumière que vous avez en vous, qu'il faut faire grandir. C'est vraiment, vous aimez mieux, vous aimez plus. Vous êtes l'être le plus important pour vous. Voilà, c'est important. Ne pas se négliger, ne pas s'oublier. La spiritualité commence par cela. Après, il ne s'agit pas d'aller écraser tout le monde, d'être égoïste et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement se préserver, s'aimer pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Donc être dans des vibrations hautes et pouvoir ouvrir sur plein de choses. Et éviter d'avoir peur. Exactement. Les peurs, ça se gère au quotidien, petit à petit. Les doutes, c'est pareil. On a un mental tous qui est très fort, qui cadenasse tout. Et c'est apprendre à désapprendre.
Voilà, c'est accepter de se dire, mince, finalement, la pomme qui tombe avec Newton, et si c'était faux, on m'a inculqué ça, mais voilà, je prends un truc extrême exprès pour dire que tout est possible et qu'il faut ouvrir son esprit différemment, et la peur se gère petit à petit, petit pas par petit pas. Et surtout, ne pas faire n'importe quoi dans la médiumnité, rester bien centré dans des énergies hautes pour pouvoir s'ouvrir à la spiritualité en toute sérénité. Et sortir du formatage habituel. Et voilà, sortir du formatage habituel. Et donc, ça va jusqu'à « je ne crois plus que la pomme de Newton tombe ». Voilà, pourquoi elle tomberait, on me l'a appris, voilà, c'est une évidence. Et si c'était faux ? Je caricature bien évidemment, mais voilà, ne plus être dans le formatage. Tout est possible. Et plus vous penserez que tout est possible, et tout va devenir possible. Tout à fait. Alors, on peut vous retrouver sur Internet ? Oui, alors j'ai un site www.toulouse-voyance.fr. Et j'ai également un site à la demande de mes guides de lumière, un Facebook, sur lequel je poste, comme mon site d'ailleurs, plein de pensées, d'articles que me dictent mes guides de lumière sur la spiritualité, la médiumnité, la façon d'être, sur plein de choses qui permettent d'ouvrir à la spiritualité. Alors, rappelez-nous le titre de votre livre. Oui, donc c'est Devenir médium, une médium guidée par des êtres de lumière, chez Vibrance Éditions. Géraldine Garance, merci d'avoir participé à cette émission à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Au revoir et à bientôt. Oui, merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Fréquence Évasion.